Merci Bouchard pour cette conférence émouvante. Ça nous amène un peu à la base, à la raison pour laquelle nous sommes tous ici, et pour laquelle nous prenons le temps de réfléchir ensemble. Merci beaucoup. Notre prochain conférencier, M. Claude Saint-Ville, il est rattaché au Centre de recherche en développement humain de l'Université Concordia. Il collabore au projet longitudinal de Concordia sur les risques depuis le tout début en 1976. Il en est le coordonnateur principal et principal analyste depuis les 20 dernières années. Ses connaissances dans le domaine viennent au point nommé lorsqu'il s'agit de récapituler et de démêler ces 35 ans de travaux scientifiques. Sa communication portera sur les conclusions d'une étude longitudinale québécoise s'échelonnant sur plus de 30 années. Monsieur, Madame et Messieurs, Monsieur Saint-Ville. Alors, bon matin, mesdames et messieurs. Je ne sais pas s'il y en a entre vous autres qui ont entendu parler de quelqu'un qui s'est levé un matin, qui s'est dit, « Mais il semble que si j'étais violent, ça marcherait mieux. Les choses iraient à moi. » Les probabilités, c'est que ça arrive pas. Ça arrive pas pour une couple de raisons. C'est comme le piano, ça prend de la pratique. On commence ça jeune. Et on va voir, pour avoir mesuré l'agressivité au tout début de notre recherche, que ça laisse ses traces pendant une longue période. Et ça marche mieux aussi si on a un modèle. Est-ce qu'on a quelque chose qui peut nous inspirer à devenir comme ça? Alors, le projet de longitudinal de Concordia, en tant que tel, ça ne porte pas sur la violence, ça porte sur la santé mentale principalement. C'est encore le sujet d'étude aujourd'hui. Toutefois, on a eu un petit segment qui a travaillé sur la violence conjugale et familiale. On va y revenir vers la fin. Le projet travaille aussi beaucoup depuis les 15-16 dernières années de façon intergénérationnelle. Alors, on a un segment dirigé par Mme Serbin et Stack qui suit l'évolution sur 2 générations, voir qu'est-ce qui se passe avec ces enfants. On les a plus jeunes, on les suit depuis ce temps-là. Et ce qui occupe le plus clair de mon temps, dans ces dernières années, c'est l'analyse des données de santé qu'on a recueillies. Alors, on a ces données-là, nous, sur l'échantillon complet. On parle de 4000 personnes et leurs apparentés, les pères, mères, frères, sœurs, enfants. Alors, on parle d'un échantillon d'à peu près 25 000 personnes. Excusez la petite interruption. Alors c'est ça, c'est un gros volet de notre recherche, travailler sur ces données-là, sur 25 000 personnes. Le tout a commencé en 1976. Jane Ladingham, qui est maintenant à l'Université d'Ottawa, nous arrive de Long Island avec un sociogramme tout nouveau pour mesurer les caractéristiques de comportement scolaire au primaire principalement. Et dans ces caractéristiques-là, on parle d'agressivité, on parle d'isolement social ou de repli sur soi, les enfants gênés, renfermés, et on parle de popularité. Dans le sujet d'aujourd'hui, on va se concentrer sur
l'agressivité comme telle et essayer de voir les séquelles de ce phénomène-là à long terme. On distingue, nous, 5 grandes périodes dans notre recherche, à part le tout début. On va travailler avec l'enfance, on va travailler avec l'adolescence, on va avoir des données sur des jeunes adultes, on va avoir des données sur des adultes en tant que parents. Puis entre ces deux-là, on a fait une recherche segmentée sur le stress en particulier, mais toujours avec le même échantillon. Je vais revenir à une petite affaire. On parle de comportement d'agressivité à l'école. On parle de quoi? Alors, on parle d'enfants qui sont évalués par leurs camarades comme étant des gens qui ils vont piquer une crise quand ça ne marche pas comme ils veulent. Ils vont être impolis avec le prof. Ils disent qu'ils peuvent battre tout le monde. Ils sont méchants envers des autres enfants. C'est ces genres de caractéristiques-là qu'on observe chez les jeunes. On en avait mesuré en première année, en quatrième année et en secondaire 1. On va retenir le segment de quatrième année. Les gens ont 9-10 ans à l'époque. Et à la toute fin, on va voir que ce segment-là de quatrième année, ça sera une bonne place pour faire quelque chose avec ces enfants-là. Alors, on suit les jeunes de l'enfance à leur rôle de parents, mais on a des segments intergénérationnels au tout début. On a le parent qui s'en va vers l'enfant et à la fin, le parent qui s'en va vers l'enfant aussi. La ligne la plus longue, on parle de génération 2. Leurs parents génération 1 et leurs enfants de la génération 3. On va travailler beaucoup sur des analyses de médiation. Médiation simple dans certains cas et médiation complexe dans d'autres. Quand on dit complexe, vous allez comprendre quand vous allez voir le dessin. Ça peut emprunter plusieurs chemins. On fait beaucoup de détours pour arriver là. Mais on reste à Montréal, nous autres, les détours, on connaît ça. On va aussi définir un petit peu le vocabulaire qu'on va utiliser. On parle de médiation, on va parler de liens directs ou indirects qui mènent entre un phénomène et un autre. Et on va parler de liens ou de relations ou de corrélations positives ou négatives. Positive, ça ne veut pas dire que c'est bon. Ça veut juste dire que des choses fonctionnent en parallèle. Quand quelque chose monte, l'autre a des chances de monter. Je vais prendre un exemple, j'ai vécu ça hier et ce matin. Plus tu manges de bonbons à l'Halloween, plus tu as de chances d'avoir des indigestions. Mais la relation est positive, mais le reste, un petit peu négatif. Une relation négative, ben, plus tu as mangé de bonbons le soir de l'Halloween, plus tu as de la difficulté à t'endormir. Tu es un peu hyper. Le lendemain matin, qu'est-ce qui va se passer à l'école? Ton attention va descendre, ta performance, ton rendement va descendre. La relation est négative. Et puis elle est négative dans les deux sens du terme. Ça, on sait tous ce que c'est. Une échelle. Celle-là, en particulier, s'appelle une échelle Cantril, du nom du gars qui s'en est servi la première fois. On s'en sert pour mesurer de façon un peu plus analogique. Au lieu d'avoir un questionnaire où on évalue de 1 à 10, puis on essaie de les chiffres au travers, demander aux gens de s'évaluer, on leur demande de s'évaluer sur un échelon, sur l'échelle. Ils peuvent faire le X où ils veulent. Je vais donner un exemple de médiation que tout le monde va comprendre avant de tomber dans des relations avec l'agressivité. On va parler de
l'échelle de satisfaction personnelle. On prend, mettons, des gens à la retraite le lendemain. Et on leur demande jusqu'ici, jusqu'à quel point êtes-vous satisfait de votre vie? Allez faire un petit X sur l'échelon qui correspond à votre degré de satisfaction. Et on va essayer de mettre ça en relation avec des choses qui sont passées dans leur vie importantes. Un, c'est l'éducation. On a parlé que ça dure longtemps, ce système-là. Et on va regarder aussi qu'est-ce qui se passe au niveau du positionnement ou du statut socio-économique de cette personne-là. Et j'insiste sur le mot « socio », dans le sens que c'est pas juste une question monétaire, pas juste une question d'argent, une question de prestige qui est reliée à l'emploi, les responsabilités auxquelles on a à faire face, où on a eu à faire face et qu'on a mené à terme des projets qu'on a réalisés et tout ça. Est-ce que ça va avoir une influence sur la satisfaction personnelle quand on regarde en arrière? L'éducation, ça remonte à loin. Il y a des chances que, à moins d'avoir eu une carrière académique exceptionnelle, là, il y a des chances que c'est un petit peu loin. Est-ce qu'on a une relation qui va entre le niveau de scolarité et la satisfaction personnelle? Elle est probablement assez mince. Elle est là, mais elle est mince. Par contre, le positionnement socio-économique, lui, il ne pourrait pas exister sans ce niveau d'éducation-là, sans la scolarité. C'est ça qui va permettre d'avoir un positionnement qui va être meilleur. Et le positionnement socio-économique, lui, a une grosse corrélation avec la satisfaction personnelle. Alors, quand on se demande, est-ce que le niveau de scolarité a à voir avec la satisfaction? En fait, il y a à voir beaucoup. C'est juste que ça a emprunté un chemin qui était indirect pour y arriver. On tombe maintenant à l'agressivité comme telle. Alors, l'agressivité, on a mesuré ça 76, 77. Un peu plus loin, à l'adolescence, on a une échelle qui mesure des divers comportements qui peuvent être problématiques à l'adolescence. Et est-ce qu'on a une relation entre l'agressivité et ces comportements problématiques? Elle est pas mal bonne. On s'est dit, oui, mais peux-tu aller voir un peu plus loin dans le temps? On va aller voir ce qui se passe comme jeune adulte. Est-ce qu'on a une relation entre l'agressivité et des comportements agressifs qu'on peut mesurer un peu plus tard? On voit qu'on a une petite ligne pointillée, puis ça veut dire que la relation n'est pas trop bonne. Par contre, quand on mesure à la même époque des traits antisociaux, la relation est assez évidente. Une des raisons qui peuvent expliquer ça, c'est que des traits antisociaux, c'est beaucoup plus prédominant que des comportements agressifs comme tels. On ne peut pas les manquer. Alors que l'agressivité y mène directement, on n'est pas trop surpris. L'agressivité, on va dire qu'elle va mener au comportement agressif par le biais des comportements de l'époque d'avant. Si on a été avec un certain niveau d'agressivité, qu'on a poursuivi ça avec des comportements agressifs à l'adolescence, les chances sont qu'on va se retrouver avec des comportements agressifs comme jeune adulte et également avec des traits antisociaux à l'âge adulte. Alors l'agressivité, par un petit détour, nous mène à ces deux caractéristiques-là. On va aller encore plus loin dans le temps. On va dire, est-ce que l'agressivité mène à la violence familiale? Et on voit, la ligne n'est pas pointillée, mais elle est mince. Ça y mène, mais tout juste. Alors que si on passe par la mesure des traits antisociaux à l'âge adulte, c'est évident que
ça y mène de façon détournée aussi, mais ça y mène. On a vu dans la diapositive d'avant que l'agressivité menait directement aux traits antisociaux. Alors, on a gardé cet exemple-là aussi. Et les traits antisociaux mesurés à l'âge jeune adulte mènent à la violence familiale plus tard. J'ai essayé de corroborer ça avec un truc qui était mesurable d'une autre façon. En 2010, on est allé chercher l'ensemble des charges et des verdicts criminels au palais de justice pour nos 4000 personnes. Et de ça, j'ai retiré la section sur les assauts contre la personne, sexuelle ou non. Et j'ai dit, est-ce que notre agressivité du point de départ mène à ces assauts criminels-là? Encore une fois, on se retrouve avec une ligne pointillée. Les assauts criminels, c'est pas prédominant dans notre société. Il y en a. On retrouve ça chez 7-8% de la population à un moment donné ou à un autre. Mais d'essayer de regarder un lien entre ça et l'autre sur une période de plus de 30 ans, 35 ans, il ne faut pas se surprendre que la relation soit un petit peu faible. Mais la même chose qu'on a vu tantôt, il va y avoir un phénomène de médiation. Les traits antisociaux qu'on a mesurés comme jeunes adultes, eux autres, ils mènent directement aux assauts criminels. Ils étaient, partant de l'agressivité au comportement agressif à l'adolescence, aux traits antisociaux aux jeunes adultes et criminels, le parcours suit son chemin. Alors, l'agressivité, encore une fois, laisse ses traces pendant une bonne période. Il y a des répercussions à très, très long terme. On va parler de médiation complexe. Médiation complexe, dans le sens qu'on voit que l'agressivité pour arriver en bout de ligne, ça peut passer par plusieurs chemins. Mais l'ensemble de ces chemins-là sont relativement faciles à expliquer. Dans les prochaines minutes, je vais travailler avec deux travaux d'étudiants qu'on a eus à Concordia. Madame Ligenet était une étudiante de M. Schwartzman, sa dernière étudiante, en fait, avant qu'il prenne sa retraite comme professeur. Elle s'intéressait à deux phénomènes à l'âge adulte, la dépression et l'utilisation de la dépendance et l'abus à l'alcool et aux drogues. L'alcool et les drogues, pour moi, ça fait une partie du problème de la violence familiale. C'est souvent très présent. La dépression, moins, mais je ne l'ai pas enlevé du modèle parce qu'il était tout là. La dépression peut avoir aussi trait à la violence, mais dans ses formes probablement très extrêmes. Si on parle du drame de Warwick, par exemple, l'été passé, le père qui tue, il y a gros des chances que la dépression avait quelque chose de très important à jouer dans ce drame-là. Mais pour l'ensemble du reste de cette présentation-là, je vais l'ignorer. Je vais me concentrer sur l'alcool et les drogues. Alors, l'agressivité mène à l'augmentation d'utilisation d'alcool et de drogue, canalisée par le stress. Alors, on voit que plus l'agressivité est élevée, plus le stress mesuré peut être élevé. Et plus il y a de stress, plus on va s'orienter vers la toxicomanie. L'agressivité mène à l'alcool et aux drogues par un autre chemin. On va parler du niveau socio-économique. Alors, plus l'agressivité est élevée, moins le positionnement socio-économique l'est. On observe ça, nous, depuis des années et des années. Plus
plus le niveau socio-économique est bas, plus le stress peut être élevé. Ils vivent dans des conditions qui ne sont pas drôles. Alors, ça va augmenter le stress. Et le stress, on l'a vu dans la diapositive d'avant, ça mène à l'alcool et à l'utilisation d'alcool et de drogue accrue. Mais le niveau socio-économique, il mène aussi directement. On voit qu'il y a un échange direct. Plus le niveau socio-économique est bas, plus la relation avec l'alcool et les drogues est élevée. Troisième chemin, c'est une élaboration de ce qu'on vient de voir, sauf que maintenant, on passe par le rendement scolaire. Elle a utilisé cette variable-là plutôt que les années de scolarité, son choix. Mais c'est un choix qui fonctionne. Le rendement scolaire, ici, on parle de la Commission des écoles catholiques de Montréal, dans le temps, aujourd'hui le CSDM, qui faisait passer des examens standardisés à tout leur monde pour être capable de les classer l'année d'après en régulier, allégé, enrichi. Les classes étaient segmentées à cette époque-là. Et on s'aperçoit que ce rendement scolaire-là, qui est pas mesuré comme une forme d'intelligence, mais ça s'y rapproche, c'est des outils qu'on a à notre disposition qui nous permettent de fonctionner dans le milieu scolaire, de réussir ou de ne pas réussir. Alors, des enfants qui étaient catégorisés comme agressifs avaient souvent un rendement qui était beaucoup plus faible que les enfants qui ne l'étaient pas. On a une relation inverse, encore une fois. Et le rendement scolaire, s'il est bon, il va travailler de façon positive avec le niveau socio-économique et le reste du modèle suit son cours en passant par le stress et en s'en allant à l'alcool et aux drogues. Un bonhomme bien curieux. J'ai dit, si je prends son modèle, est-ce que je suis capable de faire quelque chose avec ça qui s'en va vers la violence familiale? Vous voyez que des flèches qui ont disparu, il n'y a plus rien entre l'agressivité et le stress. L'agressivité qui mène à la situation économique est rendue en pointillé. Normalement, ça devrait être là. C'est juste que maintenant, on parle d'un sous-échantillon. On a perdu un petit peu de puissance statistique pour mesurer ça. Mais normalement, on devrait voir ces lignes-là présentes. Cela dit, l'agressivité mène quand même à la violence familiale. On part par le dernier chemin qu'on a vu tantôt, l'agressivité qui va diminuer ou augmenter le rendement académique selon que c'est bas ou élevé, qui va influencer le positionnement socio-économique, qui va agir sur le stress, et le stress est en très bonne relation avec la violence familiale. On a une relation positive assez élevée. Deuxième recherche que je vais aborder, qui, elle, traite directement de la violence. On parle de l'étude de Mme Temchev, qui est maintenant à l'Université de Sherbrooke, une élève de Lisa Servin, qui a travaillé sur la violence conjugale et familiale. On avait un instrument qu'on a utilisé au début des années 2000, le test de Strauss, le Conflict and Tactics Scale, qui mesure la violence à divers degrés. Nous, on a retenu les aspects les plus marquants, les plus sévères de la violence, soit conjugale ou la violence faite aux enfants. Et on va voir en quoi l'agressivité joue un rôle. Quand on parle de violence conjugale, l'agressivité, ça y mène directement. L'agressivité mesurée 30 ans avant, ça y mène directement. Il y a une relation positive qui existe. L'agressivité
il mène aussi de façon indirecte par le niveau de scolarité. Alors, dans le même cas qu'on avait dans le rendement tantôt, plus la personne est agressive, moins bonnes sont les chances d'avoir un niveau de scolarité qui est élevé. Et il semble, selon cette étude-là, y avoir une relation directe, négative entre le niveau de scolarité et la violence conjugale. Les gens qui auraient, selon cette étude-là, plus d'éducation, on remarque ça dans beaucoup d'articles dans la littérature, il semble y avoir moins de violence conjugale. Toutefois, de façon empirique, on sait que la violence, ça existe dans toutes les classes. Mais en tout cas, cette étude-là démontre qu'il y a quand même une petite relation. Et quand je dis petite, petite, dans le sens que ça laisse de la marge à beaucoup d'autres choses pour y arriver. On va parler maintenant de violence aux enfants. Tout ça désigné sur le terme de maltraitance. Alors, la violence aux enfants, là, on va distinguer ce qui se passe entre le modèle qu'il y a chez les mères et le modèle qu'il y a chez les pères. Parce que c'est des modèles vraiment totalement différents. Alors, chez les mères, d'abord, on voit que l'agressivité ne mène pas directement à la violence faite aux enfants. Elle a appelé ça punition sévère. Je pense que c'est un terme politiquement correct pour le faire imprimer dans le journal. C'est vraiment de la maltraitance. On parle des conditions qu'on avait, nous, sur la fin de l'échelle de Strauss, qui sont moins drôles. L'agressivité y mène de façon, encore une fois, indirecte. On va avoir une relation avec le niveau de scolarité qui va descendre ou qui va monter, et le niveau de scolarité va avoir un impact sur la façon dont on va traiter les enfants. Ça emprunte aussi un autre chemin, ça mène toujours à la scolarité. La scolarité, comme telle, il semble y avoir une relation négative entre ça et les bris de relations parentales. Plus il y a de la scolarité est élevée, comme mesuré à l'époque. Aujourd'hui, je pense que ça commence à changer pour un oui, pour un non. Mais à l'époque, on avait plus le niveau de scolarité était élevé, moins il y avait de probabilité d'avoir de bris de relations entre les parents. S'il y en a un, toutefois, ce bris-là va augmenter la probabilité d'avoir de la violence faite aux enfants. Mme Tenchef, dans son article, parle du stress que ça va occasionner de se retrouver comme parents seuls, surtout des mères ici. Là. Alors, elles vont vivre des conditions économiques qui vont peut-être les dépasser, ce qui va causer plus de stress. Et on a vu dans les diapositives d'avant que le stress, c'est pas très bon pour la violence. Une autre chose qui se passe aussi avec le fait d'avoir élevé un ou des enfants tout seul pendant un bout de temps en tout cas, c'est qu'on manque de temps. On n'a pas le temps de s'occuper des enfants comme on le voudrait. On n'a pas le temps d'observer les signaux qu'ils nous envoient. Et moi, je suppose qu'il y a probablement, au niveau de l'attachement entre le parent et l'enfant, une brisure. Madame Moss, qui va suivre tantôt, pourra peut-être nous en parler un peu plus, là, non seulement au niveau intervention, mais au niveau observation de ce qui se passe dans les relations parents-enfants. Mais moi, c'est une des hypothèses que j'admets, ce bris-là dans l'attachement, ou une diminution de l'attachement entre le parent et l'enfant. Chez les pères, le chemin n'est pas compliqué. Ça va de là à là. Ça ne passe pas par d'autres canaux. Alors, on voit que
le modèle entre les deux, là, il est vraiment différent. Les mères, eux autres, la violence, pour la violence, en partant, non. Alors que chez le père, oui. On arrive dans un volet intergénérationnel maintenant. On a la génération 3. On les suit depuis 95-96. On les suit encore. On a mesuré à un moment donné, on a mesuré même à plusieurs moments donnés, les comportements d'extériorisation et les comportements problèmes chez ces jeunes-là. En fait, on a mesuré ça 5 fois. J'y reviendrai tantôt. Est-ce que je peux trouver une façon de prédire ces comportements-là, mesurés vers l'âge de 9 ou 10 ans? Ce qui était pour nous autres notre 3e mesure de ces comportements-là. 9-10 ans, c'est un petit peu le même âge que leurs parents, ceux qui étaient en 4e année à l'époque. Et on va voir que ça a pour moi un attrait particulier. Alors, j'ai dit, bon, dans mon analyse, je vais regarder est-ce que l'agressivité que j'ai mesurée chez les parents il y a 30 ans a un effet sur les comportements problèmes de l'enfant 30 ans plus tard. Et oui, il y a une relation qui existe indéniable. J'ai regardé un autre truc assez intéressant. On a mesuré, à la même époque, on a demandé aux participants vers les années 2000, oh, mais vos parents, de quoi ils avaient l'air? On s'est servi d'une échelle faite par M. Parker qui mesure la maltraitance dans un sens, ben, pas dans un sens, en grosse partie. L'abus infantile et l'indifférence que les parents peuvent avoir face à leurs enfants. Alors, les 650 personnes qui ont participé à ce volet-là de la recherche en 2000 ont répondu sur ce questionnaire-là. Et ce qui n'est pas indiqué ici, mais moi j'ai fait l'analyse, est-ce qu'il y a une relation entre la façon dont ils perçoivent avoir été élevés par leurs parents et l'agressivité qu'on a mesurée au point de départ, et il y en a une. Alors, de génération 1 à génération 2, si vous vous rappelez une de mes premières diapositives, on avait une flèche qui descendait vers le bas, là, à la gauche. Alors, cette relation-là existe. Je dis, je vais mettre ça dans mon analyse de régression. Est-ce que cet abus-là que les grands-parents ont fait a une relation sur les comportements problèmes de la génération 3? Et il y en a une aussi. Puis, elle n'est pas petite. Maintenant, la 3e variable qui m'intéressait, je dis, bien, je vais prendre la violence familiale que ces enfants-là vivent, soit la violence entre leurs parents ou la violence que les parents, un des parents fait à leur endroit. Et est-ce que ça va prédire les comportements problèmes vers les 9-10 ans? Un peu faible. Si j'enlève les autres variables, c'est sûr que ça passe. Mais avec les autres variables d'enjeu, ça diminue un peu. Ce qui va probablement nous amènerait à parler de médiation encore une fois. J'ai parlé tantôt qu'on avait mesuré des traits antisociaux comme jeunes adultes. On les a mesurés aussi à l'âge adulte. Et je dis, ben, est-ce que ces traits-là antisociaux vont avoir un effet sur les jeunes? Et quand j'entre cette variable-là, le modèle éclate. Il ne reste plus rien d'autre. C'est ça qui est le principal dénominateur pour expliquer la violence faite aux enfants. Bien sûr, si on reprenait des modèles de médiation, ben oui, mais on a vu tantôt que l'agressivité, que les traits antisociaux d'avant mènent
des choses qui sont négatives beaucoup plus tard. Alors, ça serait un petit peu la même chose. En conclusion, l'agressivité, si on ne fait rien avec, ça disparaît pas. Ça s'en ira pas tout seul. Il faut faire une intervention à un moment donné. Et pour moi, l'intervention, la date, l'époque la meilleure, ce serait probablement cet âge-là des 9-10 ans. On a nos anciens élèves aussi à l'Université d'Ottawa, je pense que tout le monde s'en va là. Alistair Younger, qui, lui, a fait une étude parallèle à la nôtre pour essayer de mesurer quel est l'âge le plus propice pour mesurer ces comportements-là. À quel âge on commence à observer une constance dans les comportements. Nous, les enfants de quatrième année, on avait, en termes de distribution, le meilleur équilibre entre les comportements d'agressivité, d'isolement social, de popularité. C'était beaucoup plus balancé que ce qu'on observait en première année, où agressivité, isolement social, c'est pareil au même ou presque. Et chez les enfants beaucoup plus vieux, où là, ils se sont canalisés et il reste, premièrement, moins de l'un et de l'autre, et avec une distribution qui est vraiment moins balancée. Alors, 9-10 ans, probablement une bonne période pour traiter de faire une tentative d'intervention. Dépistage, ça c'est un autre paire de manches. Quand on, en 76, faire un sociogramme, 4000 personnes, commission d'accès n'était pas là encore, il y avait moins de problèmes. Aujourd'hui, des chercheurs qui essaieraient de repasser un sociogramme, il y en a qui s'essaient, de repasser un sociogramme de cette nature-là, ils vont voir des embûches un peu partout. Ils vont être capables de fonctionner avec le consentement des parents, par exemple, mais les parents qui ne donneront pas leur consentement ne sont pas probablement ceux dont les enfants nous intéresseraient le plus. Et on ne les aura pas. Alors, on va essayer de trouver d'autres modes de dépistage par les signalements, par les écoles, pour tenter d'identifier ces personnes-là. Oh, je suis tombé dans le jaune. C'est correct, j'ai fini. Il reste un autre point que je veux apporter. Les interventions doivent se faire de façon intergénérationnelle. Si on traite un parent, il faut traiter l'enfant. Pour que le modèle ne se perpétue pas. On voit que de génération 1 à génération 2, de génération 2 à génération 3, il y a des cheminements qui se passent. Si on ne brise pas le cycle va se perpétuer. Ça, c'est en plus de traiter l'enfant, peut-être de façon personnelle, pour contrer ces caractéristiques-là. Voilà. Alors, oui. Alors, on dit qu'on a une dizaine de minutes. Des questions? Oui. Merci pour cette présentation. J'aimerais peut-être discuter avec toi l'idée de l'intervention à 9 ans, que moi je trouve trop tard. Le fait que la corrélation se stabilise à cet âge dit aussi qu'il est beaucoup plus difficile de briser cette association entre qu'est-ce qu'on va avoir entre agressivité de 10 ans et violence physique. Alors, d'après en tout cas certaines recherches, si on intervient 0,5, on a toute la chance aussi de changer les mécanismes qui sont sous-jacents probablement à le rendement scolaire difficile de ces enfants, le comportement d'agressivité, tout ça, qui est le fonctionnement cognitif dans le cerveau. Et on sait que ça va consolider même entre 0 et 3 ans. Alors, je trouve que si on laisse passer
cette agressivité, ce climat d'agressivité dans les familles entre 0 et 3 ans, on a tous la chance que le cerveau d'un enfant est déjà formé et donc on a beaucoup moins de chance après de changer de patron de violence. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous dans cette optique-là. Nous, on a mesuré, je disais, des comportements à 5 moments différents. On a commencé quand il était au préscolaire. On a une étudiante qui viendra peut-être dans 5 ans présenter au prochain colloque, qui est au doctorat maintenant avec Mme Serbin, qui, elle, va s'intéresser aux constances des comportements de l'âge préscolaire à la fin de l'adolescence. On a noté que les comportements problèmes qu'on mesure à l'âge préscolaire de façon empirique, ça reste jusqu'à l'adolescence pour une certaine partie. Mais ce qu'on a pu observer, c'est qu'on commence à voir des répercussions de ça un petit peu plus tard que même le début de l'entrée scolaire. Toutefois, vous avez parfaitement raison. Si quelqu'un peut dépister des problèmes de comportement, de mauvais tempérament jeune, ça va être beaucoup plus facile à traiter là que 5, 6, 7, 10 ans plus tard. Ça, je suis entièrement d'accord. Oui. Nous, quand on a fait notre étude sur des familles, quand on notait la présence de cas particuliers, problématiques dans la famille et principalement au niveau de l'enfant, on faisait un suivi, on faisait un rapport aux parents et on faisait un suivi en allant rencontrer ces parents-là en leur disant « Voici nos suggestions. Ça serait bon que l'enfant soit suivi par un psychopédiatre, par quelqu'un pour essayer de régler le problème qu'on a observé chez cet enfant-là. » Alors, c'est sûr que je suis d'accord avec ça. Mais quand on parle sur une échelle, à plus grande échelle, ça serait probablement beaucoup plus difficile à observer à cette époque-là. Voilà. Bonjour. Oui. Je voulais être certaine d'avoir bien saisi votre présentation parce que j'éprouve un certain inconfort. Alors, voilà. Donc, si j'ai bien saisi, l'agressivité, le stress, la toxicomanie, le niveau socio-économique faible, le niveau de scolarité faible constituent des sources de la violence familiale et de la violence conjugale. Est-ce que j'ai bien compris? Ce ne sont pas des sources, c'est des chemins que l'agressivité va emprunter pour y arriver. Okay. Quand on parle de le niveau socio-économique, on voit qu'il y a une relation avec l'alcool et les drogues, mais le chemin est disparu quand on est allé à mesurer la violence. On a mesuré quelque chose qui était concourant à la violence familiale. Mais le positionnement socio-économique n'y mène pas directement. Il mène par d'autres biais. Parce que, en fait, quand on regarde le profil des agresseurs et agresseurs, il y a des femmes qui sont agresseurs, leur profil, c'est que, vous le disiez aussi dans votre présentation, ils se retrouvent dans toutes les couches de la société. Il y a des gens là-dedans qui ont des diplômes universitaires, qui ont des millions de dollars, des millions en tout cas, qui ont des revenus familiaux qui sont pas juste c'est pas juste des assistés sociaux, des chômeurs, autrement dit. Puis c'est pas juste des gens non plus qui éprouvent du stress. On est tous stressés dans la vie, là. Mais c'est pas juste des gens qui réservent ou qui résolvent leurs problèmes de stress par les drogues et l'alcool. Il y a aussi des gens qui ont un autre type de profil. Alors, je voulais simplement vous exprimer un peu mon malaise à entendre ce que vous disiez, puis simplement exprimer qu'il y a d'autres, le profil des agresseurs, c'est aussi autre chose que ce que vous aviez soulevé. Tout à fait d'accord. Très bien, merci. Dans le sens que on travaille avec des modèles statistiques. Oui. Alors, on va être capable de
à la fin de notre enquête, dire, ben nous, on observe ça et ça va mesurer, pour les initiés, tant de pourcents de la variance qu'on observe. Ça veut dire que le reste, dans ce cas ici, on parle d'à peu près 20 %, ce qui est vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'il reste quand même 80 % qui est inexpliqué. Et qui n'est pas dans le portrait. Qui n'est pas dans le portrait. Okay. Dans le sens qu'on ne peut pas, dans une étude, n'importe quelle étude, on ne peut pas mettre tout ce qu'on aimerait mettre, même en fait. Là. Okay. Ça demanderait des super échantillons. On va prendre l'exemple de M. Bouchard, on se retrouvait de façon planétaire pour avoir la puissance statistique pour tout mesurer ça. Mais c'est certain qu'il reste de la place pour d'autres explications et même beaucoup d'autres explications. Je vous remercie. Oui. On va voir, c'est pour ça qu'on a une série de présentateurs aujourd'hui, c'est que chacun va donner ses aperçus et la façon dont il perçoit le développement ou comment la violence y arrive. Bonjour. Bonjour. Je vais savoir, tantôt vous avez parlé des traits antisociaux. Oui. Est-ce que dans votre recherche, vous faites juste l'emphase, mettre l'accent sur les traits antisociaux, ou est-ce que vous mettez l'emphase aussi sur les autres traits qui vont impact direct sur la violence? Mettons, on parle des traits narcissiques ou des traits qui sont dans l'ensemble des personnalités dites abusives. Est-ce que c'est vraiment sélectionné sur les traits antisociaux ou est-ce que vous tenez compte des autres types de traits? L'instrument dont on s'est servi mesure toutes les caractéristiques de personnalité. On parle de l'axe 2 du DSM. Alors, on va mesurer tous ces phénomènes-là. Mais comme je l'expliquais à l'âme d'avant, on ne peut pas tout mettre. On a vu dans un modèle tantôt où on avait l'estime de soi, par exemple, qui menait à la dépression, qui pouvait l'exacerber, mais qui n'est pas à l'abus d'alcool et de drogue et ou à la violence. Pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est pas ça qui leur manque. Ils ont des caractéristiques en eux autres qui sont probablement, comme vous dites, narcissiques. Ils passent avant tout le monde, puis c'est comme ça que ça devrait marcher dans la vie. Alors, mais nous, en termes d'analyse, j'ai retenu les traits antisociaux. Pourquoi? Parce que je m'intéressais beaucoup plus à l'expression agressive de comportement en lien avec l'agressivité mesurée au départ, mais c'est sûr qu'on pourrait faire entrer beaucoup d'autres variables dans le portrait et d'autres types de personnalités dans le portrait pour mesurer la violence, parce que ces comportements-là ou ces traits de personnalité-là sont présents. Et on peut de tomber dans le rouge. Une autre petite question rapide? Je comprends bien aussi, les limites de la recherche ont été que vous êtes parti des enfants qui avaient déjà des traits qui étaient marqués. Donc, vous n'êtes pas allé voir dans les enfants qui n'avaient pas de problème de comportement si ça menait aussi à des comportements violents par la suite. Dans les 4000, je peux vous assurer que ce n'étaient pas tous des agressifs. Okay. Il y avait vraiment toutes sortes de monde. C'était un échantillon qui était pris dans la société, dans les écoles. 23 écoles, 150 classes. Alors, on a vraiment eu tout le monde. Et c'est pour ça qu'on n'a pas utilisé de strate, dans le sens où on prend les agressifs et on regarde ce qui se passe, mais on a mesuré l'agressivité selon un continuum. Du très, très, très peu agressif au très, très, très plus agressif. Et c'est pour ça qu'on peut établir, c'est ce qui sert à établir des corrélations ou des relations, c'est qu'il y a une relation positive ou négative entre l'agressivité mesurée au départ et les phénomènes qu'on observe plus tard. Merci. Le temps est écoulé. Mais je suis là toute la journée. Merci beaucoup.